Est-ce qu'il y a des opportunités à mettre en PEA, PME en ce mois d'août 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On va faire notre mise à jour mensuelle des valeurs éligibles au PEA, PME. Je remets les règles ici. Alors, je vais essayer d'y coller, hein, mais c'est un peu difficile avec les critères qui me sont accessibles via le screener. Donc, éligibilité PEA, PME, ce sont les actions européennes d'ailleurs. Alors, moi, j'ai focus plutôt sur la France. Un PEA, PME, le désavantage d'avoir des entreprises non françaises, c'est que vous avez une retenue à la source sur les dividendes. Donc, compliqué. Donc, bon, on a un visier intéressant en France, autant rester dessus. Comme ça, vous n'avez pas de prélèvement à la source sur les dividendes dans le PEA, PME. Alors, les critères. Moi, je vais me concentrer plutôt sur la partie A. Entreprise qui emploie moins de 5000 personnes, qui a un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 1,5 milliard ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Bon, j'ai fait à peu près ça pour les critères, hein. Donc, cotation principale en France. J'enlève les industries qui me semblent trop risquées, hein, la pharma, la finance, automobile et tout ce qui est rate. Bon, ensuite, donc France et entreprise française qui se négocie en France. J'ai mis croissance, total revenue, donc c'est-à-dire le chiffre d'affaires total de 1,5 milliard maximum. Market cap, alors c'est pas le total de bilan. Il faudrait plutôt mettre un autre critère, mais on va dire que ça approche ce critère de total de bilan. 100 millions d'euros minimum jusqu'à 2 milliards. Ouais, 100 millions d'euros minimum, c'est pour éviter les dossiers qui sont trop peu liquides. Je dis pas que ce ne sont pas des opportunités, mais c'est une cote qui est particulière quand on est en dessous, quand on est sur les nano-cap. On va être très dépendant de la communication du management et de comment est structurée l'activité. Est-ce que le manager a mis des conventions réglementées, etc. Il vaut mieux privilégier quand même des entreprises qui sont un peu plus grosses. Ce n'est que mon point de vue, je peux me tromper. Et évidemment, il y a des opportunités dans des tailles plus petites, mais ça nécessite, à mon avis, plus d'analyse. 5000 employés, donc normalement, on devrait être sur des ouf, mais en fait, mon screener ne me permet pas de faire des ouf, donc je fais des et, mais bon, on va dire qu'on s'approche à peu près des critères PME, PEA, PME. 3 fois l'EBITDA en dette maximum, ça me permet d'éviter les dossiers qui sont pas assez solides en termes d'endettement. Un rendement des capitaux investis à 7% pour avoir des dossiers de qualité. On va dire qu'à 7%, c'est un minimum. Alors, ça va dépendre aussi des industries, hein, évidemment, c'est pas comparable entre toutes les industries. Mais à partir de 7%, quand vous faites, on va dire, des entreprises plutôt industrielles, 7%, ça commence déjà à être bien. Bien sûr, si c'est du logiciel, les 7%, c'est pas extraordinaire, mais bon, on va dire qu'on va se mettre ce critère arbitraire pour avoir un minimum de qualité. Croissance du chiffre d'affaires minimum à 3%. Pourquoi 3%? Ça nous permet d'avoir un minimum, un fonds de croissance, et c'est un rythme annualisé sur 5 ans, donc ça permet de lisser un peu les cycles. Allez, on y va. Comme d'habitude, je vous présente les colonnes de la liste. Le symbole de cotation boursière ici, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US. On l'a pas en euros dans cet écran, malheureusement. Croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples de valorisation, donc on a la valeur entreprise sur EBITDA, le ratio court-bénéfice et le ratio court free cash flow. On ne va pas tenir compte du ratio court sur actifs tangibles. Il n'y a pas de décote ici et puis il n'y a pas de financière non plus. Ce sont les deux cas où j'utilise ce multiple-là. Le rendement des capitaux investis, qui est donc la rentabilité plutôt opérationnelle. Le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA. Le rendement du dividende. Free cash flow par rapport au bénéfice net qui nous permet de vérifier le payout ratio. Le payout ratio, c'est la proportion de bénéfice net versé en dividende. Mais il faut se rappeler que ce sont les free cash flow qui payent le dividende, donc il faut qu'il y ait à minima adéquation entre les free cash flow et les bénéfices nets pour que ce payout ratio ait un sens. Je vais enlever la colonne prix qui n'a pas d'intérêt ici. D'ailleurs, hop, total revenue et prix non plus. Hop, j'enlève tout ça. Voilà. On commence tout de suite avec Robertet. Très belle entreprise, plutôt dans la parfumerie, mais c'est plutôt un fournisseur en fait des entreprises de la parfumerie. Donc ils produisent et ils fournissent les fragrances. Donc très très belle entreprise. On est sur 1,9 milliard de market cap, 8% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans quasiment. Donc quand même un bon socle de croissance. 13 en VE sur EBITDA, 21 en PE et 24 en free cash flow. Alors ça commence à être un petit peu cher, mais c'est pas exorbitant non plus, hein, vu la qualité de l'entreprise. Il y a une bonne croissance. On a 11% de rendement du capital investi, donc en plus il y a une bonne rentabilité. Quasiment pas de dette à signaler, avec 0,8 en EBITDA en dette nette sur EBITDA. Très bien. Il n'y a pas beaucoup de dividendes, hein, pour l'instant, 1,2%, avec un payout ratio à 20%. Les free cash flow sont un peu plus bas que les bénéfices nets, mais ça reste faible en termes de payout ratio.
Robertet, c'est une très belle entreprise pour jouer la croissance plutôt alors c'est plutôt orienté luxe. Enfin, en tout cas, les clients sont plutôt orientés de luxe. C'est un secteur qui est un peu en difficulté actuellement, mais il y a des segments, par exemple, Sephora marche très bien chez LVMH. Donc, il y a des segments, voilà, parfumerie, c'est pas trop impacté comme d'autres segments du luxe. Donc, plutôt intéressant en termes, donc les clients sont plutôt, on va dire, résilients dans le secteur. Là, la qualité est bonne, alors c'est un petit peu cher, mais il y a la croissance et vous avez un dividende qui va continuer à monter tranquillement. Donc, pour moi, Robertet, à ce niveau-là, c'est pas forcément trop cher et surtout si vous la gardez sur le long terme, il y a une bonne croissance, des bons fondamentaux solides et c'est encore pas exorbitant. Donc, ça a le potentiel pour, continuer à grossir tranquillement, hein, donc, belle petite entreprise. Ensuite, Lectra, on est dans le logiciel, 1,1 milliard de market cap, 15% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a une bonne croissance également ici. 12 en BE sur EBITDA, 30 en PE, 10 en price to free cash flow. Bon, j'ai l'impression que c'est une société qui commence maintenant à dégager plus du free cash flow. Ils sont largement supérieurs au bénéfice net. Donc, c'est une société qui a plus besoin de passer beaucoup de dépenses en capital. Dans le logiciel, en général, on fait de l'énorme dépenses en capital au début. Et ensuite, on n'a plus besoin d'investir autant dans le logiciel puisqu'on a le cœur du logiciel et après on rajoute des nouvelles fonctionnalités. Mais donc c'est un modèle où les CAPEX sont au début du cycle de vie de l'entreprise et après ils diminuent un petit peu, ce qui permet donc de dégager des free cash flow. Tout ça pour dire que le multiple à considérer entre PE et price to free cash flow, c'est plutôt price to free cash flow et il est assez bas. En VE sur EBITDA, on a 12. Bon, c'est relativement raisonnable, on va dire. C'est pas très cher. On a quand même une bonne croissance. La rentabilité n'est pas énorme non plus, hein. Ça veut dire qu'ils sont encore en phase de conquête de parts de marché, puisque je le rappelle, en fait, dans un marché, c'est surtout les leaders qui ont les coûts les plus bas et donc les rentabilités les plus élevées. Là, pour Lectra, on a une rentabilité qui est encore un peu faible pour du logiciel, mais je pense que ça va augmenter s'ils gagnent des parts de marché. 0,8 fois l'EBITDA en dette nette, donc ça, c'est bien. 1,6% vraiment du dividende. On n'a pas encore, alors on a un payout ratio qui est élevé en apparence, mais en fait, les free cash flows sont bien plus élevés que les bénéfices nets, donc le payout ratio reste faible et ce dividende, il va donc pouvoir monter tranquillement. Donc Lectra, c'est aussi un bon petit dossier de croissance à surveiller la rentabilité, voir si elle progresse avec, la croissance, hein, parce que c'est ce qu'il faut qu'on voit, hein. Si on fait la croissance pas rentable, ça n'a pas d'intérêt. Mais s'il gagne des parts de marché, donc la rentabilité devrait monter. Donc bon petit dossier également à placer en PE1, PME. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran. La prochaine entreprise de la liste, c'est Equasense, donc habitué de ce screener. C'est l'ancien Pharmagest Interactive. C'est un spécialiste du logiciel pour les pharmacies, donc plutôt les officines de pharmacie. 879 millions de dollars de market cap, 6,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, il y a encore un bon fond de croissance. Ça se paye relativement cher, je trouve. On a 17 en VO sur EBITDA, 24 en PE et 24 en price to free cash flow. La rentabilité est quand même bonne. On est quasiment à 12% dans les capitaux investis, ce qui est pas mal. 0,3 fois l'EBITDA en dette nette, 2,5% de rendement du dividende avec un payout ratio à 52%, confirmé par les free cash flow. Bon, voilà. Le dividende, il va pouvoir augmenter un petit peu, mais il est déjà un peu élevé en termes de payout ratio. Donc, en fait, le rendement du dividende n'est pas très élevé, il est correct, mais pas très élevé parce que l'entreprise se paye relativement cher, hein. Je trouve qu'Equasense, il faudrait que la croissance se reprenne un petit peu. Alors ça, c'est la croissance sur 5 ans. Il faudrait voir sur, le profil de croissance sur les quelques dernières années. Est-ce que ça réaccélère? Si ça réaccélère, ça vaut le coup, ça peut être intéressant de rentrer à ce niveau. Si on reste sur du 6,5, les multiples me semblent relativement élevés, hein. Donc, voilà. Sur ce dossier, si on veut y aller, il faut bien regarder le profil de croissance pour les années à venir. Est-ce que ça réaccélère? Et donc, ça pourrait justifier des multiples un peu plus élevés. Sinon, si on reste sur une croissance qui ralentit un petit peu, il faudrait peut-être, attendre que le multiple baisse, un petit peu. Ensuite, on est sur Groupe Guillain, donc le spécialiste de l'emballage alimentaire, plastique et carton, société familiale, une belle petite entreprise qui se diversifie à l'international. L'avantage de cette entreprise qui est relativement défensive, c'est que ses clients, ce sont, les distributeurs de la consommation non discrétionnaire, donc nécessairement, on a besoin des produits de Groupe Guillain pour la vie de tous les jours. Donc ça assure une bonne, récurrence des revenus, une bonne visibilité aussi sur le chiffre d'affaires, la croissance. Donc on a alors 653 millions de dollars de market cap, 6% de croissance
chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il y a une bonne croissance. Ils font un peu d'acquisition, hein, donc il y a quand même, la croissance organique est un petit peu plus faible que ça, mais elle est toujours présente. 5 en VO sur EBITDA, 11 en PE, 22 en price to free cash flow. Alors, les free cash flow sont temporairement impactés par des dépenses en capital élevées, donc ils sont plus bas que les bénéfices nets. C'est pas la dépense en capital, elle n'est pas, structurellement, présente, donc je pense que là, pour ce cas-là, on regardera plutôt le multiple de PE, hein, pour Groupe Guillain. En fait, si on regarde les free cash flow, on sera à mon avis trop conservateur, ou alors il faudra amener un multiple de price to free cash flow, mais en normalisant les free cash flow sur une période, un peu plus, longue que seulement 1 an. Donc bon, tout ça pour dire que Groupe Guillain, c'est pas cher du tout, hein. C'est pas du tout cher. On est à 7, allez, quasiment 8 de rendement des capitaux investis, et c'est une société industrielle, hein, donc c'est une bonne, rentabilité, je trouve. On a quasiment pas de dette au bilan, 0 fois l'EBITDA en dette nette. 3,3 de rendement du dividende avec un payout ratio qui est à 34, mais ce coup-ci, cette année, il est élevé, hein, ce payout ratio, il est plutôt à 70, donc il faut que les free cash flow remontent, ça sera le terme dans la vie, donc il n'y a pas de menace sur ce dividende qui est quand même intéressant. Groupe Guillain, moi j'aime bien, hein, cette petite entreprise familiale qui grossit tranquillement. Voilà, c'est très bien géré, et ils se mettent pas la pression. Ça peut être pas mal dans un portefeuille plutôt value, et c'est une belle petite, PME familiale, donc pourquoi pas Groupe Guillain. Ensuite, on est sur Delta Plus Group, donc c'est un des spécialistes de l'équipement de protection individuelle, EPI. Donc ça va être aussi corrélé à l'activité en tout ce qui est infrastructure, résidentielle, et cetera, hein. Secteur plutôt en difficulté en France, mais ça se reprend, hein, dernièrement. On a 447 millions de dollars de market cap, 8,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a quand même une bonne croissance. 9 en VE sur EBITDA, 14 en PE, 15 en price to free cash flow. C'est pas value, mais c'est pas exorbitant non plus, hein. C'est pas très très cher non plus, hein. Pourquoi pas? On a 8,2% de rendement des capitaux investis. Attention qu'il y a un petit peu de dette, 2,4 fois l'EBITDA en dette nette. Bon, ça a baissé quand même, ça s'améliore, hein, mais voilà, il ne faut pas aller trop haut en endettement, surtout que c'est une activité qui est plutôt cyclique, hein, donc se retrouver en bas de cycle avec beaucoup de dettes, ça peut faire mal. 2% de rendement du dividende, un peu de ratio à 31%. On peut monter ce dividende beaucoup plus, hein. Il pourrait passer même à 2,5% déjà, ça pourrait être pas mal. Enfin, en tout cas, un payout ratio de 50%. Maintenant, c'est encore une société de croissance, hein, donc je pense qu'ils entendent plutôt utiliser les cash flows pour continuer à alimenter la croissance. Delta Plus, pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, il y a quand même pas mal de croissance. Donc, ça peut justifier des multiples à ce niveau. Donc, intéressant également. Groupe Pizzorno. Donc là, on est dans la gestion des déchets. Donc, c'est plutôt une utility en réalité, hein. On est sur 272 millions de dollars de market cap, 4,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, il y a un petit peu de croissance, mais pas exceptionnel. Pas beaucoup, enfin, valorisation plutôt faible, hein. 5 en VE sur EBITDA, 19 en PE et attention, 55 en price to free cash flow. Donc, deux choses. On a de la dépense en capital importante, à mon avis, qui ont impacté ces free cash flow. Et il y a aussi d'autres éléments qui ont impacté le résultat net, parce qu'en termes de VE sur EBITDA, c'est pas cher du tout. Donc il faut voir ce qui se passe en fait dans la conversion de l'EBITDA en free cash flow et en résultat net, hein. Pourquoi ces multiples sont plus élevés? Mais en fait, c'est value, hein. Pizzorno, c'est normal, c'est typique de cette activité, hein. C'est une activité qui est pas sexy du tout. Il y a pas beaucoup de croissance. Bien sûr que le marché ne trouve pas ce dossier très intéressant. Mais quand on investit dans la value, il faut aller sur des dossiers que le marché n'aime pas, hein. C'est pas un problème ça. Donc on est 7% à 7% de rendement du capital investi, ce qui est raisonnable. 0,3 fois les l'EBITDA en dette nette, pas de dette à signaler quasiment. 4,2% de rendement du dividende, un payout ratio à 35%. Mais attention, les free cash flow sont bien moins élevés que ça. Donc on a limite, ouais, je pense qu'ils ont un petit peu creusé dans la trésorerie pour verser le dividende. Donc bon, c'est pas dangereux, hein, vu qu'il n'y a quasiment pas de dette. Les free cash flow, vu que à mon avis la dépense en capital est ponctuelle, ils vont remonter ces free cash flow. Donc derrière, on aura vraiment ce payout ratio à 35%, ce qui est intéressant, hein, puisque voilà, vous avez quand même votre dividende 4,2%, ça commence à être sympathique, hein. Donc pourquoi pas? Business défensif, bien sûr, qui n'est pas aimé par le marché, mais voilà, quantitativement, c'est intéressant. Ensuite, on est sur freelance.com, une plateforme de mise en relation entre freelance et donneurs et clients, enfin, c'est les entreprises, hein, en général. 148 millions de dollars de market cap, énorme croissance, 35% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples sont faibles, mais j'avais lu sur Twitter, sur X, qu'il faut peut-être retraiter les EBITDA, hein. Ils ont une façon de calculer qui est un peu particulière. Je ne suis pas plongé dans les documents financiers d'entreprise. C'est ce qu'il faut faire évidemment tout le temps quand vous voulez investir dans une entreprise. Bon, à vérifier quand même ces multiples-là, mais si on prend ce qui est affiché par l'outil, par le logiciel, on est à 5 en VE sur EBITDA, 8 en PE,
Et 8 ans après free cash flow, c'est complètement value. 7,6% rendement du capital investi, c'est une rentabilité correcte, mais c'est pas exceptionnel, hein. C'est du logiciel, c'est une plateforme, il y a pas normalement besoin de beaucoup de capitaux. Maintenant, c'est une entreprise qui est encore en croissance, donc bon, ils sont encore en phase de conquête de parts de marché. Ça peut expliquer pourquoi la rentabilité est plutôt faible. 0,7 fois l'EBITDA en dette nette, ça c'est pas un problème, il y a pas beaucoup de dettes. 3,6% de rendement du dividende, 25% de payout ratio. On peut monter ce dividende sans souci, ils peuvent aller jusqu'à 7% en réalité, mais je pense qu'ils utilisent leur cash flow évidemment pour aller alimenter la croissance qui est quand même plutôt forte, hein. Donc freelance, intéressant quantitativement, lisez bien les rapports financiers pour voir les tenants et aboutissants de cette entreprise. ADL Partner, ancien décuple. Cette entreprise est dans le fonds France d'indépendance AM, comme le groupe Guillain d'ailleurs, et Delta Plus, si je me souviens bien. On est à 133 millions de dollars de market cap. Ils font du conseil en data, en marketing, donc c'est plutôt une boîte de conseil. Donc on est sur de l'humain, hein, de l'intelligence et normalement pas de capital important à déployer pour faire tourner l'activité. 133 millions de dollars de market cap, 9,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, forte croissance, 8 en VE sur EBITDA, 13 en PE, 8 en prestation free cash flow. Pour moi, on est, bon, ouais, elle est presque value, hein, un tout petit peu plus cher que Amazon Value qui a 7 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc ça reste pas cher, hein. Il y a une bonne croissance, la rentabilité est correct sans être exceptionnel, hein. 8,4% rendement des capitaux investis, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel, hein, pour du conseil, c'est pas intensif en capital, donc normalement on doit dégager quand même une bonne rentabilité, mais c'est un marché qui est concurrentiel évidemment. 0,8 fois l'EBITDA en dette nette, donc quasiment pas de dette, enfin allez, moins d'une fois l'EBITDA, ça reste soutenable. 2,7% de rendement du dividende, qu'un payout ratio à 41%, et le free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, ce dividende va monter tranquillement. ADL Partner, c'est un bon dossier. Si vous aimez tout ce qui est, on va dire, voilà, commercial services, professional services, c'est-à-dire en gros B2B, hein, conseil, consulting, ADL Partner, c'est un bon dossier. Et je pense qu'ils sont aussi, ils vont pouvoir aussi développer des offres IA, hein, puisqu'ils s'y connaissent un peu en data quand même. Voilà pour cette revue PEA-PME. Vous avez des dossiers intéressants dans des optiques plutôt croissance à prix raisonnable, hein. Robertet, je pense que c'est la meilleure. Lectra et Equasense, c'est pas mal. Ensuite, alors freelance, à prendre avec des pincettes, hein, faut bien les lire, les rapports financiers, mais tous les autres aussi également. Et après, si vous voulez faire plutôt de la value, on va mettre groupe Guillain, ça c'est clair que c'est value. ADL, un peu, c'est value, on va dire, allez, c'est quand même value, même si c'est un petit peu plus cher que ce que j'aimerais payer moi, mais et Delta Plus aussi, là attention, ouais, Delta Plus, ça ira plutôt dans la croissance à prix raisonnable. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.